Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une destination qui fascine beaucoup, le Japon. Et plus précisément, on va explorer un peu les erreurs fréquentes qu'on peut faire lors d'un premier voyage là-bas. Pour ça, on a épluché pas mal de retours d'expérience, des vidéos de voyageurs aguerris qui partagent leurs astuces, et puis aussi un texte qui aide à comprendre la culture japonaise. L'idée, en fait, c'est d'aider à préparer un voyage qui soit plus serein, plus agréable, et puis surtout plus en phase avec les coutumes locales. Prêt pour cette exploration? Tout à fait. C'est un sujet où plein de petits détails peuvent vraiment faire une grosse différence. Souvent, les erreurs qui sont pointées dans les sources, elles viennent simplement d'un manque d'infos sur des aspects très pratiques ou des nuances culturelles, quoi. Comprendre ça avant de partir, ça peut vraiment enrichir le voyage. Oui, c'est un point essentiel, ça, qui est relevé par les voyageurs. Commençons peut-être par la planification. Une première chose à considérer, c'est le moment du départ. L'été, par exemple, c'est souvent décrit comme très très chaud et humide, surtout juillet-août. Les témoignages y suggèrent que c'est pas forcément la période la plus confortable. Mhm. Et il faut aussi garder un œil sur les périodes de vacances japonaises, genre la Golden Week. Là, tout débondé, les prix grimpent. Ah oui, la Golden Week, c'est à éviter si possible. Et la logistique, dès l'atterrissage, c'est aussi un point d'attention important. Les aéroports, par exemple. Arriver très tard, genre après minuit, ça pose souvent problème. Parce que les transports en commun vers la ville, les trains, les navettes, ils fonctionnent plus. Ah oui, exact. Du coup, les options, c'est soit le taxi, et ça peut coûter cher, surtout si on est plusieurs, soit, moins idéal, attendre à l'aéroport. Donc si c'est possible, visez une heure d'arrivée qui permet d'attraper les transports publics. Ça évite un premier stress, quoi. Oui, c'est clair. Autre point logistique qui est souvent soulevé, le choix de l'hôtel. Une recommandation qui revient fort, c'est de prendre un hébergement près de la gare principale de sa zone. Parce qu'on marche énormément au Japon, les 20 000 pas par jour, c'est pas un mythe. Ah non, c'est clair. Donc même si on aime marcher, être près d'une gare centrale, ça fait gagner un temps et une énergie, mais considérable. C'est ça. Plus on s'éloigne, plus il y a de correspondance, surtout dans les grandes villes. Hmm. Et c'est encore plus vrai à la campagne, j'imagine. Oui, à la campagne, où les trains ou les bus sont moins fréquents, c'est encore plus important. C'est bien de vérifier aussi si certains hôtels ou ryokan, les auberges traditionnelles, proposent des navettes depuis la gare. Tout à fait. Et en parlant de transport, pour les trains à grande vitesse, comme le Shinkansen ou les trains express type Narita Express, la réservation de sièges est souvent conseillée. Moins par peur de manquer de place, en fait, que pour être sûr d'être dans le bon wagon. Ah bon? Pourquoi? Ce qui est assez fou et que plusieurs sources mentionnent, c'est que certains trains peuvent se séparer en cours de route. Une partie va vers une destination, l'autre vers une autre. Ah, d'accord. Et sans siège réservé dans la bonne voiture, on peut se retrouver à faire un détour imprévu. D'accord, je vois. Faut être vigilant. Et dans les transports, c'est utile aussi de tendre l'oreille aux annonces. Elles sont souvent en anglais aussi, et elles peuvent signaler des changements de voie, des correspondances ou des arrêts spécifiques. Oui, une petite habitude à prendre. Ça peut éviter des galères. Tout ça, ça souligne vraiment l'importance de la préparation, avant même de faire sa valise, quoi. Ne pas se renseigner un minimum sur les transports, sur les cartes rechargeables comme la Suica ou la Pasmo, sur la nécessité d'avoir du liquide, ça c'est un point sur lequel beaucoup insistent. La carte passe pas partout. Ah oui, le cash, c'est un thème récurrent. Exactement. Ou sur le Wi-Fi. Tout ça, ça peut entraîner des frustrations ou faire perdre du temps sur place. Le Japon, ça a l'air d'être une destination où un peu de planification, ça fluidifie vraiment l'expérience. Justement, le Wi-Fi, ok. Se dire on verra sur place, ça, c'est pointé comme une erreur. Avoir Internet, c'est quasi vital pour le GPS, les traducteurs, vérifier les horaires. Mhm. La solution qui est plébiscitée dans les retours d'expérience, c'est l'eSIM, la carte SIM digitale, quoi. Oui, ça a l'air pratique. C'est souvent plus économique qu'un pocket Wi-Fi ou un forfait international, mais le détail crucial, c'est de vérifier la compatibilité de son téléphone et surtout de faire l'installation avant de partir. Ah oui, parce qu'il faut une connexion stable. C'est ça qu'on n'a pas forcément en arrivant. D'accord. Et dans la même veine de préparation, télécharger les applis utiles avant de partir. Une bonne appli de traduction, Papago, revient souvent, avec Google Translate en plus. Oui, Une appli de cartographie, genre Google Maps, ça gère assez bien les itinéraires complexes des transports japonais. Et peut-être une appli pour centraliser les réservations d'activités ou de billets, type Klook. oui, ça peut simplifier. D'autres aspects de planification à anticiper, d'après les sources PEUS, la taille des chambres d'hôtel. Surtout à Tokyo, elles sont souvent plus petites que nos standards. Et la taille des lits aussi. Ah oui, Un lit double japonais, ça peut surprendre. Mieux vaut vérifier les dimensions. d'accord. Et un point très humain,
Ne pas sous-estimer la fatigue. Vouloir trop en faire en peu de temps, ça mène à l'épuisement. C'est clair. Le conseil qui revient tout le temps, c'est d'alterner journées denses et journées plus calmes pour vraiment profiter. C'est ça. Voyager en grand groupe aussi, disons plus de 4 personnes, ça peut compliquer les choses. Trouver une table dans les petits restos sans réserver ou trouver des chambres d'hôtel adaptées. C'est plus difficile. Hmm. Une suggestion, c'est d'envisager de se séparer parfois selon les intérêts de chacun. Ça donne plus de souplesse. Ah, et la question incontournable, le JR Pass. L'erreur, ce serait de le prendre automatiquement. Ah non, plus maintenant. Voilà, depuis la hausse de prix, sa rentabilité n'est plus du tout garantie. Il faut vraiment calculer le coût des grands trajets Shinkansen qu'on prévoit, un Tokyo-Kyoto aller-retour par exemple, et comparer avec le prix du pass. C'est ça. Et il y a aussi des passes régionaux, moins chers, qui peuvent être plus intéressants. Exactement. Parfois, acheter les billets séparément, c'est plus économique. Une fois sur place, un petit truc qui simplifie vraiment la vie, c'est d'utiliser une carte de transport rechargeable. Suica, Passmo, Icoca. Il y en a plein et elles sont souvent interchangeables entre régions. On peut l'avoir en physique ou sur son téléphone. Oui, physiquement ou pour certains smartphones, on peut l'ajouter au portefeuille numérique, genre Apple Wallet. C'est hyper pratique, un petit bip au portique du métro, du train, mais ça sert aussi à payer dans les combini. Ah oui, c'est supérette, ouverte tout le temps. C'est ça, au distributeur automatique et même dans certains taxis ou magasins. Ça évite de jongler avec les pièces tout le temps. Oui, c'est un bon conseil. D'ailleurs, si on sort des grandes villes, attention aux transports en zone rurale. Les bus et les trains peuvent y être très rares. Une source parle d'un bus toutes les 2 heures parfois. Ah ouais, quand même. Donc là, faut vraiment bien vérifier les horaires et planifier pour pas se retrouver coincé. Oui, bonne planification nécessaire. La question des repas aussi, ça mérite un peu d'anticipation. Les restos japonais ont souvent des horaires assez stricts pour le déjeuner, genre 12h, 14h, et le dîner, souvent 17h30, 18h jusqu'à 21h. Et beaucoup ferment l'après-midi. C'est ça. Et attention aussi à la dernière commande, le last order. Ça peut être bien avant la fermeture, parfois dès 20h. D'accord. Et le week-end, les adresses populaires sont vite prises d'assaut. Réserver via Google Maps ou des plateformes comme TableCheck, c'est une bonne idée. Sinon, faut s'attendre à faire la queue, parfois longtemps. Oui, la patience est une vertu au Japon, on dirait. Et un point important pour les personnes avec des restrictions alimentaires ou des allergies, les sources sont assez unanimes. Demander des modifications au plat, c'est souvent compliqué, voire impossible. Surtout dans les chaînes ou les endroits traditionnels. Exactement. L'idéal, c'est de le signaler quand on réserve. Et avoir sur soi une carte qui explique l'allergie ou la restriction en japonais, c'est très très recommandé. D'accord, Le végétarianisme, ça devient plus gérable, mais le véganisme, ça demande encore pas mal de recherche en amont pour trouver des options fiables. je vois. Une astuce logistique qui revient souvent et qui est parfois méconnue, c'est le service de livraison de bagages, le takyobin. Ah oui, j'en ai entendu parler. On peut faire envoyer sa valise d'un hôtel à l'autre, genre de Tokyo à Kyoto. C'est décrit comme très pratique et pas trop cher, autour de 15$, disait une source. Ça évite de se trimballer des grosses valises dans les trains. C'est pas mal ça, hein? Mais il y a un inconvénient. Oui, le principal bémol, c'est que la livraison prend généralement 24 heures, parfois 48 heures. Donc si tu envoies ta valise le mardi pour arriver le jeudi, t'essens tes affaires principales une partie du mardi et tout le mercredi. Ah oui, donc pas idéal si on bouge tous les jours ou pour un séjour très court. Exactement. Dans ces cas-là, voyager léger, c'est vraiment la clé. D'ailleurs, un petit truc, mettre un AirTag dans sa valise envoyée, ça peut rassurer. Bonne idée. Ce qui nous amène naturellement à une autre erreur fréquente, partir trop chargé. Les témoignages insistent là-dessus. Voyager léger, bagage cabine plus sac à dos, ça rend l'expérience tellement plus fluide. Ah oui, surtout si on change souvent d'hôtel. Voilà, on est plus mobile, on utilise plus facilement les consignes dans les gares, qui sont souvent petites d'ailleurs. C'est vrai. Et puis, ça laisse de la place pour les souvenirs achats. Une astuce partagée, emporter un grand sac pliable vide pour les achats de fin de séjour. Malin. Quelques autres erreurs logistiques relevées dans les sources. S'attendre à voir le mont Fuji à coup sûr. Ah oui, le fameux. Il est capricieux, souvent dans les nuages. Mieux vaut avoir un plan B. D'accord. Se cantonner à Tokyo aussi, c'est dommage. Ça fait passer à côté de la diversité incroyable du pays. Mhm. Et bien vérifier son aéroport d'arrivée. Si on vise surtout Kyoto ou Osaka, atterrir au Kansai, KIX, c'est beaucoup plus logique que d'arriver à Tokyo. Oui, ça évite un long trajet en plus. Sans oublier l'assurance voyage. Ne pas en prendre, c'est un risque financier énorme s'il arrive un pépin de santé ou un accident. Essentiel, oui. Et un détail administratif crucial pour ceux qui rêvent de conduire ou de faire du karting dans les rues, le permis de conduire international. Ah oui, obligatoire. C'est une traduction officielle du permis national. Sans ça, impossible de louer ou de conduire. D'accord.
Donc, une fois la logistique un peu maîtrisée, l'autre grand volet, c'est le comportement, l'étiquette. Et là, on touche vraiment au cœur de la culture japonaise, notamment ce concept de wa. Va, l'harmonie sociale. C'est ça, cette recherche constante d'harmonie. L'idée fondamentale qui ressort, c'est éviter de déranger les autres. Vraiment. Oui, et ça se voit dans plein de détails. La tenue vestimentaire, par exemple. Dans les villes, le style est souvent assez soigné. Arriver en tenue de sport très décontractée, en dehors d'un contexte sportif, ça peut détonner un peu. Hmm. Mais le plus critique, ce sont les chaussures. Faut du confort absolu vu qu'on marche des kilomètres, Ah, ça oui. et surtout qu'elles soient faciles à mettre et à enlever, parce qu'on se déchausse tout le temps. Partout? Chez les gens, mais aussi dans beaucoup de restos traditionnels, les temples, les sanctuaires, parfois même des châteaux ou des musées avec des tatamis. C'est vrai. Une astuce pratique qui revient essentielle, avoir toujours une paire de chaussettes propres dans son sac. Ah oui, pourquoi? Parce que dans certains lieux, on enlève ses chaussures, mais entrer pieds nus, même si on était en sandales, c'est mal vu. Donc hop, chaussettes propres. D'accord, malin. À table, l'étiquette aussi est pleine de subtilités, liées au respect, à la gratitude. Tout à fait. La coutume, c'est de joindre les mains et dire « itadakimasu » avant de manger. Ça veut dire « je reçois humblement ce repas Joli. ». Et après « gochiso sama deshita ». En gros, c'était un festin pour remercier. D'accord. Avec les baguettes, il y a 2 interdits absolus qui reviennent tout le temps dans les conseils. Lesquels? Ne jamais les planter verticalement dans son riz, ça rappelle les rites funéraires, et ne jamais passer de la nourriture de baguette à baguette. Même raison. Ok, très important à savoir ça. Oui. Le bruit en mangeant, c'est généralement à éviter. Sauf pour une chose. Les nouilles. Exactement. Aspirer bruyamment ses nouilles, ramen, soba, udon, c'est un signe qu'on apprécie. D'accord. L'exception qui confirme la règle. On attend qu'on nous serve. Ah oui, le sens du partage et de l'attention à l'autre. Pour payer l'addition au restaurant, là aussi, quelques différences. D'abord, le pourboire, c'est non. C'est pas dans la culture. Essayer d'en laisser un, ça peut même mettre mal à l'aise les gens. Oui, c'est bon à savoir. Ensuite, on n'attend pas à table qu'on vienne encaisser. Le plus souvent, on trouve une petite note sur la table ou près de la caisse, et on se lève avec pour aller payer au comptoir, souvent près de la sortie. D'accord. Et quand on paye en espèces, on met pas l'argent direct dans la main. On le dépose dans la petite coupelle prévue pour ça. Ah oui, la petite coupelle. Et la monnaie est rendue pareil. Exactement. Et l'argent liquide, on y revient, mais c'est indispensable. C'est un leitmotiv dans les retours d'expérience. C'est fou comme ça revient tout le temps. Même si la carte ou le paiement mobile progresse, énormément de petits commerces, de restos indépendants, de sites touristiques, ils acceptent que le cash. Faut toujours avoir des yens sur soi, c'est crucial. On conseille même d'en commander un peu avant de partir, hein. Oui, c'est une suggestion qui revient, pour couvrir les premières dépenses et avoir une réserve. La clé, c'est vraiment de mixer les paiements. Liquide, carte de transport, carte bancaire. Faut pas compter sur une seule chose. D'accord. Dans les transports en commun ou les lieux publics, cette règle d'or du wa, de l'harmonie, ça se traduit par une grande discrétion. Oui, Parler fort au téléphone, qu'il faut d'ailleurs mettre en silencieux, avoir des conversations trop animées, manger des trucs qui sentent fort ou même se remaquiller dans le train, c'est considéré comme très dérangeant. l'ambiance est généralement très calme, très feutrée. C'est ça. La ponctualité aussi, c'est une marque de respect, mais fondamentale au Japon. Essentiel. La propreté, c'est une autre valeur cardinale. Souvent liée, dit-on, à l'influence du shintoïsme et son idée de pureté. Oui. Jeter un déchet par terre, c'est juste impensable. Et comme les poubelles publiques sont étonnamment rares, C'est paradoxal, non? Très propre, mais peu de poubelles. oui. Donc l'habitude à prendre, c'est de garder ses déchets avec soi. Un petit sac plastique dédié, c'est utile. Jusqu'à trouver où les jeter. Souvent dans les gares, les combini ou à l'hôtel. D'accord. Et faire la queue de manière très ordonnée, ça aussi c'est systématique. Oui, on attend son tour calmement. Une petite interaction qui surprend souvent les touristes, la porte arrière des taxis. Ah oui, Elle s'ouvre et se ferme toute seule, c'est le chauffeur qui commande. Faut surtout pas essayer de la manipuler soi-même, on risque de l'abîmer. d'accord. Et le chauffeur gère aussi les bagages dans le coffre. C'est ça. Sur le plan de la communication, c'est utile de comprendre que la culture japonaise, elle privilégie l'harmonie et évite la confrontation directe. Dire non, franchement, c'est rare, hein. Très rare. Un silence, une hésitation, une réponse un peu vague comme « c'est difficile, musukashi » ou « je vais voir », ça signifie souvent un refus poli. C'est cette différence culturelle entre le honne, les vrais sentiments, et le tatemae, la façade sociale qu'on présente. Intéressant. Et la barrière de la langue, faut s'en acquitter. Pas autre mesure. Dans les zones touristiques, beaucoup de gens ont des bases d'anglais. Par contre, apprendre quelques mots de politesse de base, ça, c'est très apprécié.
Genre konnichiwa, arigato, sumimasen. Exactement. Bonjour, merci, pardon, excusez-moi. Ça montre qu'ils ont fait un effort, c'est un signe de respect. Mais faut pas s'attendre à un service en anglais partout, surtout dès qu'on sort des grandes villes. D'accord. D'autres faux pas comportementaux qui sont mentionnés. Oui, arriver en retard pour une réservation au resto. Après 5-10 minutes, la table peut être donnée à quelqu'un d'autre. Ah ouais, faut être ponctuel. Très. Répondre bruyamment au irashaimase. Le bienvenu crié à l'entrée des magasins. Un simple hochement de tête ou un sourire, ça suffit. D'accord. Attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Au Japon, on commence dès que son plat arrive, pour pas qu'il refroidisse. C'est une forme de respect pour la nourriture et le cuisinier. D'accord, c'est l'inverse de chez nous. Un peu, oui. Ou encore, se tromper de sens dans les toilettes traditionnelles à la turque. Il faut faire face au dôme, à la partie couverte. Bon à savoir, hein. Et enfin, peut-être une erreur plus dans l'état d'esprit, que plusieurs voyageurs soulignent. Être obsédé par la checklist des lieux instagrammables, Ah oui, vouloir tout cocher. voilà, ou suivre à la lettre l'itinéraire d'un influenceur. Les sources encouragent vraiment à laisser de la place à l'imprévu. C'est perdre un peu. C'est ça. Oser s'égarer dans les ruelles, explorer par curiosité. C'est souvent là que naissent les meilleurs souvenirs et qu'on capte vraiment l'atmosphère. Il s'agit de faire son voyage, quoi. Belle philosophie. Pour synthétiser un peu tout ça, si on devait retenir 3 grands axes pour un premier voyage réussi au Japon, d'après nos sources, primo, une bonne préparation logistique est clé. Choisir la bonne période, anticiper les transports dès l'arrivée, choisir un hôtel bien placé, prévoir du cash et une carte de transport et régler la question du Wi-Fi avant de partir. Logistique, check. Secondo, voyager léger et adopter un rythme réaliste. Prévoir des pauses pour ne pas s'épuiser et vraiment savourer le moment. Le rythme important. Les tertiaux, et c'est peut-être le plus essentiel pour une expérience respectueuse et enrichissante, cultiver une sensibilité aux usages locaux. La discrétion dans les lieux publics, l'étiquette à table, l'importance de la propreté, le respect des horaires, tout ça, ça découle de cette valeur fondamentale du wa, l'harmonie sociale, et de ce souci constant de prévenance envers les autres. C'est tout à fait ça. Et comme le rappellent plusieurs témoignages, faire quelques erreurs, c'est normal quand on découvre une culture aussi différente. Les Japonais sont souvent décrits comme étant compréhensifs. Heureusement. Mais le simple fait de s'être renseigné, de montrer qu'on essaye d'être respectueux, c'est déjà un geste qui est très apprécié. C'est cet esprit de considération mutuelle qui semble si important là-bas. Exactement. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà d'éviter les impars pendant le séjour, on pourrait se demander ce que ces pratiques japonaises, cette ponctualité quasi militaire, cette propreté collective, cette attention aux détails et au bien-être des autres, ce que ça pourrait nous apporter ou nous inspirer, même une fois rentrés chez nous. Intéressant. C'est une piste, voilà. Comment certains principes culturels qui sont centrés sur le respect mutuel et l'harmonie pourraient avoir une portée plus universelle dans nos propres vies quotidiennes. C'est une belle perspective pour conclure cette exploration. Nous espérons que ces éclairages aideront à préparer un voyage mémorable et harmonieux au Japon. Merci pour votre écoute et à bientôt.